Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette discussion avec Catherine Puiseux qui dirige aujourd'hui la politique de responsabilité sociétale du groupe TF1 qu'elle a rejoint en 1995 et elle a animé pour le groupe plusieurs démarches transversales liées à l'accompagnement du changement, à l'introduction de la qualité et à la gestion des risques. Elle a mis en place en 2005 la démarche de responsabilité sociétale et développe depuis lors des réponses aux enjeux spécifiques des médias. Elle pilote en particulier la démarche d'engagement sociétal TF1 Initiative qui rassemble les actions des antennes, de la fondation et des différentes entités de TF1 au service du mieux vivre ensemble en France. Il faut savoir que Catherine Puiseux est également présidente de l'AGAD, qui est l'Agence africaine de développement durable, qu'elle préside donc depuis 2003. Je vais donc vous donner la parole pour nous expliquer la manière dont les choses se passent dans le groupe TF1. Merci beaucoup Geneviève, bonjour à toutes et tous et vraiment ravie d'être avec vous également. Alors moi je vais essayer de vous donner une vision depuis l'intérieur de l'entreprise de ce que vient d'expliquer Dolores précédemment et je suis tout à fait dans la ligne de conduite de Dolores qui est de donner de la valeur à ce reporting, de lui donner de la valeur pour l'entreprise. Comme Geneviève l'évoquait à l'instant, j'ai une bonne connaissance du groupe TF1 de manière très transversale et c'est ça en fait qui m'a aidé à construire cette politique de RSE qui doit emmener toute l'entreprise. Et cette démarche de reporting, elle n'est surtout pas là pour répondre uniquement à des obligations légales, elle est vraiment là pour aider à structurer cette politique, à lui donner une base très large avec des réseaux de collaborateurs dans l'entreprise et puis pour lui donner une direction et un pilotage. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc très brièvement, parce que je voudrais laisser de la place à vos questions, je vais quand même revenir sur les activités du groupe TF1 qui sont très spécifiques, insister sur la nécessité de ce reporting, à quoi il sert, pourquoi on le fait, vous donner quelques petits exemples de publications, mais ça vous pouvez le trouver sur le site groupe-tf1.fr, vous donner également l'impact aujourd'hui de ce travail vis-à-vis des agences de notation et parler des prochaines évolutions. Brièvement, donc les activités du groupe TF1 qui est en fait une grosse PME, hein, c'est un groupe qui commence à s'internationaliser mais qui est aujourd'hui encore très français, qui est sur toute la chaîne de valeur de l'audiovisuel, c'est-à-dire à la fois la production, l'achat de droits et puis la diffusion, tout cela monnayé par la publicité, donc c'est un groupe qui fonctionne essentiellement sur une logique de groupe média privé. On a 7 ou 8 antennes, essentiellement la chaîne gratuite TF1 qui est un peu le vaisseau amiral du groupe, mais aussi beaucoup de chaînes thématiques, dont Ushuaïa TV d'ailleurs qui est entièrement dédiée au développement durable, ou LCI, la chaîne d'information. Donc c'est à peu près 3500 collaborateurs, dont 90% sont en France et quelques-uns, notamment sur les nouvelles acquisitions digitales que vous voyez à droite au féminin, là où nous avons des petits groupes de collaborateurs au Canada ou en Amérique du Nord. Alors, sur le pourquoi de cette opération de reporting. C'est vrai que nous avons d'abord des obligations légales. Les obligations légales sur la RSE, elles ne portent pas sur les actions elles-mêmes, elles portent vraiment sur le reporting que nous en faisons, avec des obligations d'exhaustivité, de transparence, et dans l'obligation, il y a une part, en tout cas pour nous, entreprises cotées, de vérification par un tiers externe. Donc il ne s'agit pas uniquement de publier, il s'agit de faire vérifier ces informations-là par un tiers accrédité. Bon, pour nous c'est Ernst & Young, mais ça peut être un cabinet effectivement accrédité de la même façon que Dolores l'est. Alors ces obligations, elles pèsent depuis le début des années 2000, et je dis qu'elles pèsent, mais en fait ce terme-là, je ne l'utilise pas en interne, pour moi c'est un effet de levier. Le fait de devoir faire cela pour répondre à une obligation, en fait, je m'en sers, moi, et il faut le faire avec habileté. Tous, dans nos positions de directeur RSE, en situation d'être des sortes de lobbyistes internes, il faut en faire valoir l'importance et l'intérêt. Alors, on a connu des obligations qui portaient d'abord uniquement sur le volet social et le volet environnemental, c'était la loi NRE, puis avec le Grenelle 2, s'y ajouté un volet sociétal qui était beaucoup plus intéressant. Et puis, à nouveau, comme Geneviève l'évoquait, la transposition de la directive européenne nous rapproche plus de l'idée qu'il faut développer un reporting qui est lié à son business. Et c'est ça l'essentiel. Donc, chaque fois qu'une nouvelle strate d'obligation arrive, en fait, il y a un progrès dans le sens à donner à ce reporting. Et si je l'évoque, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de remonter dans le passé,
c'est que ça constitue aussi un bon chemin quand on part de zéro pour fabriquer son reporting. C'est vrai que trouver d'abord des indicateurs très tangibles sur l'environnement ou l'aspect social, c'est facile. Et ensuite, on peut passer à des indicateurs plus complexes sur le volet sociétal qui demandent un dialogue avec ces parties prenantes important et ensuite se rapprocher du business. Et tout ça, il faut savoir que c'est à mettre dans une démarche de long terme. Pour un reporting vraiment important, intéressant, opérationnel, il faut une dizaine d'années pour emmener vraiment toute l'entreprise. Donc, à replacer dans une vision de long terme. Entre-temps, c'est vrai que d'autres obligations sont arrivées ou d'autres normes internationales. Dolores évoquait la GRI. L'intérêt pour la GRI, pour moi, c'était de sortir du cadre français. Parce que c'est vrai que toutes ces applications, elles portent beaucoup sur un périmètre franco-français qui n'est pas celui qui intéresse les investisseurs. Nos investisseurs viennent du monde entier et on a aussi besoin de donner à voir l'entreprise au travers de cadres beaucoup plus internationaux. J'évoquerai tout à l'heure la cartographie de matérialité. Ça, parmi les normes qui sont arrivées, c'est un outil extrêmement intéressant. Et puis le rapport intégré. Le rapport intégré, lui aussi, il est intéressant parce qu'il va allier la stratégie dans l'entreprise, la direction financière, la direction des risques et la RSE. Pour la première fois, qu'ils sont amenés à faire un petit document ensemble pour décrire pas seulement le passé et le bilan, mais la trajectoire de l'entreprise. Les autres leviers d'engagement, je vais rapidement là-dessus. C'est vrai, c'est les agences de notation. Nous, on est une entreprise cotée, et ce n'est pas le cas de la majorité des entreprises, bien sûr. Mais là aussi, les agences de notation, c'est beaucoup de temps, on a 10 à 12 questionnaires par an. Mais moi, je m'en sers également comme un driver, en fait, pour me dire quelle est la prochaine attente, quelle est la prochaine étape. Et en général, ça me permet de prendre de l'avance sur les sujets à traiter. C'est quelque chose qui permet à TF1 en tout cas d'être toujours à la pointe de ce qui doit se faire et des attentes sociétales. Et puis il ne faut pas oublier que nous on est une filiale du groupe Bouygues, donc un groupe de construction qui est lui tout à fait international, qui a besoin à son niveau de consolider son reporting. Et le groupe Bouygues a lui d'énormes opportunités dans le domaine du développement durable en termes de business, ça va de soi, dans la construction, la route, etc. Mais l'essentiel, je veux dire, sur le reporting, c'est les raisons intrinsèques, c'est les raisons pour l'entreprise elle-même. Moi, j'avais besoin au départ de me constituer un réseau de contributeurs à la RSE. Il n'y a rien de mieux que le reporting pour se donner un rendez-vous annuel, pour bâtir ce réseau, pour trouver direction par direction quels sont les indicateurs qui sont pertinents, qui vont être pérennes, qui vont faire du sens dans 3 ans, dans 5 ans. Et c'est comme ça qu'on fait au tout démarrage des démarches pour être certain qu'on balaye l'ensemble de l'entreprise et qu'on ne fait pas la RSE dans un petit groupe, tout petit en général, qui serait complètement déconnecté du restant de l'entreprise. Et puis dernière raison, moi j'avais besoin pour TF1, qui est une entreprise essentiellement connue par ses antennes, d'avoir une vraie communication corporate. Parce qu'en fait à TF1, la dimension entreprise, elle disparaît complètement derrière la dimension de l'antenne. Donc comment faire exister une communication corporate avec du sens, parce que l'influence de TF1 est tellement grande que ça me semblait difficile tout de même que la communication n'aille pas au-delà des résultats financiers. Eh bien, c'était de construire ce reporting sur la RSE en abordant vraiment les enjeux de cœur de métier de TF1. On va passer à la diapo suivante. Donc, les reportings, vous les trouverez sur le site groupe-tf1.fr. Donc, il y a un rapport intégré qui est l'ouverture du document de référence. Donc, on démarre par ce reporting concis qui décrit la trajectoire. Il y a le reporting qui occupe tout un chapitre, le reporting RSE, c'est le chapitre 7, avec un volet social, sociétal et environnemental. Et puis il y a aussi, pour répondre à la norme GRI, un reporting qui est totalement digital. On l'a fait avec Dolores d'ailleurs depuis 4 ans, et je le ferai évoluer l'année prochaine, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, vers les ODD, parce que c'est quelque chose aussi en termes de référentiel à quoi je tiens beaucoup. On va balayer très vite, Joël. Un petit mot sur la cartographie de matérialité et la cartographie des parties prenantes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant dans la démarche de la personne qui met le reporting en route? La cartographie des parties prenantes, c'est décrire son environnement, c'est décrire les organisations ou les personnes avec lesquelles on va devoir dialoguer. Et ce dialogue, c'est essentiel pour bâtir un reporting qui a du sens. Alors si moi, TF1, je décris ma cartographie de parties prenantes, c'est les régulateurs de l'audiovisuel en France, ils sont légion, c'est le public, c'est mes partenaires d'affaires qui sont tous les producteurs auxquels nous achetons des droits, c'est aussi des annonceurs, clients très importants, et puis c'est tous les collaborateurs internes
aussi bien notre conseil d'administration, nos actionnaires, que notre comité de dirigeants. Alors ça, c'est le cas propre à TF1, mais toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut décrire son écosystème de cette manière-là, et celles et ceux avec lesquels elle va dialoguer seront peut-être tout simplement les riverains sur l'endroit où l'usine est installée, ou les fournisseurs, ou bien sûr les collaborateurs, et c'est de ce dialogue que naît la cartographie de matérialité, c'est-à-dire la liste des risques qui sont vraiment adressables par la RSE. Donc nos risques très spécifiques à nous, ceux qui sont importants pour le groupe TF1 et pour les parties prenantes, bien évidemment, c'est des enjeux qui sont liés au programme. Ce par quoi nous avons en tant que groupe média le plus gros impact sur la société, c'est bien ce que nous disons au travers de nos antennes. Autrement dit, l'indépendance des rédactions, l'éthique et la déontologie dans les programmes, etc. Donc nos enjeux sont classés en 2 volets, essentiellement liés au programme, mais aussi bien sûr au comportement de l'entreprise. Donc j'ai 17 enjeux, derrière chacun desquels il y a un plan d'action, et derrière chacun des plans d'action, il y a idéalement des indicateurs. Donc c'est comme ça que j'ai bâti le reporting de TF1 à partir de ces 17 enjeux. Je ne vous donne pas ça pour lire dans le détail, c'est pas possible de le faire sur la diapo, mais la logique est celle-là. J'interroge mes parties prenantes, je liste mes enjeux, je regarde en interne comment je réponds, et je mets l'accent là bien sûr où il y a les déficits les plus importants, et puis j'essaye d'identifier pour chacun de ces 17 enjeux l'indicateur le plus pertinent, le ou les indicateurs. Je vais très rapidement quelques exemples sur la partie solidarité, par exemple. De quelle manière est-ce qu'en tant que média, je sais donner une fenêtre aux associations pour toucher le public, faire des levées de fonds, gagner de la notoriété. Là, j'ai des indicateurs essentiellement quantitatifs en nombre d'associations, en dons, en nature, en dons, en valorisation, en espèces, etc. Et de ce reporting, je tire des courbes de tendance sur les années qui sont celles que je présente à mes investisseurs. J'ai des indicateurs également très classiques et de plus en plus importants sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Je vous en présente 4, mais j'en ai bien plus encore. L'essentiel en ce moment dans les entreprises en France, ce n'est pas seulement qu'il y ait des femmes dans l'entreprise, mais c'est qu'elles accèdent à des postes de responsabilité. Donc parmi les indicateurs les plus pertinents, il y a le pourcentage de femmes dans toutes les instances de direction, et cela est suivi et de plus en plus important, à tel point que désormais, dans les parts variables des managers, il y a leur capacité à faire évoluer leur comité de direction pour aller vers la parité. Et ces indicateurs-là, heureusement que nous les avons mis en place depuis des années, parce que leur gestion, leur identification n'est pas simple, et il faut une compétence qui se crée au fil des années. J'ai 1 ou 2 autres exemples rapidement. Sur le volet environnement, c'est le plus classique et le plus facile dans un média, puisque nous n'avons pas une très grosse empreinte environnementale, c'est les gaz à effet de serre, l'énergie ou les quelques matières premières envisagées. Je travaille aussi sur les indicateurs à l'antenne, et j'en ai un en particulier qui concerne la représentation des femmes dans les journaux télévisés, puisque même si on ne le voit pas de manière intuitive, et surtout parce qu'on ne le voit pas de manière intuitive, il manque des femmes en fait. Il y a un gap d'environ 15% de femmes dans tous les rôles. Donc on travaille en formant les journalistes à rééquilibrer cela. Et si je n'avais pas d'indicateur pour le mesurer, je serais tout simplement passé à côté de cette action. On va terminer par... voilà, alors de tout cela, effectivement, ce reporting qui est public, qui est à disposition des agences de notation, me permet, dans un petit cercle expert, que le groupe TF1 soit extrêmement bien noté. Alors, c'est important pour nos actionnaires, puisque ce sont eux qui sont acheteurs de ces ratings faits par les agences de notation extra-financière. Je vais tout de suite répondre du coup à une des questions que j'ai vues passer là. Ça ne permet pas d'aller dans un cercle au-delà de l'expertise. Et quelqu'un disait tout à l'heure, comment fait-on pour promouvoir la RSE au-delà du cercle expert? Est-ce que le fait d'avoir une formidable note dans DJSI parle au consommateur final? La réponse est non. Non, vraiment, personne ne s'intéresse au DJSI dans le grand public, c'est beaucoup trop compliqué. Mais pour moi, c'est un socle de légitimité dont je peux me prévaloir pour aller plus loin. Je ne me permettrai pas de parler vers le grand public comme on le fait maintenant sur tous les sujets d'engagement sociétal si je n'avais pas la certitude que derrière le rideau, les engagements du groupe TF1 sont étayés par des indicateurs vérifiés par tierce partie, ce qui rend mon socle de légitimité et d'engagement très solide. Et c'est important aussi dans le business parce que les annonceurs viennent avec nous en confiance et puis les fournisseurs auxquels je demande de remplir des questionnaires EcoVadis, évidemment si je ne sais pas faire moi-même
un reporting, il est très peu probable que j'engage dans ma chaîne de valeur les fournisseurs à le faire. Donc c'est une question de cohérence et d'engagement de l'ensemble de son écosystème. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci, merci beaucoup. Oui, il reste le temps de répondre à... Alors, toute dernière chose, effectivement, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est, après avoir lié l'ensemble de nos engagements successifs aux obligations françaises, à la GRI de manière internationale, c'est un peu de se relier au monde. Et pour moi, les ODD, c'est une formidable opportunité de le faire. Donc, ils ne sont pas faits pour ça au départ nécessairement, les ODD, pour être utilisés par les entreprises. Mais en allant chercher derrière chacun des ODD sur les indicateurs qui ont été proposés, il y a moyen de s'en approprier quelques-uns selon son profil. Donc c'est ce que je vais faire, c'est l'exercice que nous avons mené avec Dolores dans les 2 mois qui viennent. Avec les collaborateurs de TF1, nous allons dessiner le profil de la contribution positive et négative du groupe TF1 vis-à-vis de ces ODD, et puis évidemment nous mènerons le prochain plan d'action en fonction des résultats. Merci beaucoup. Catherine, il y a une question assez concrète qui a été posée, qui est votre rôle en interne. Comment vendre et promouvoir la RSE en interne? De quelle qualité faut-il disposer ou quelle qualité faut-il développer pour jouer ce rôle au mieux de la manière la plus efficace? Alors moi je vais vous dire comment je le fais. Maintenant ça ne fait pas nécessairement une règle partout. Il y a d'abord une très forte conviction, c'est difficile de faire ce métier sans être traversé par ces convictions-là, que l'entreprise est un acteur maintenant qui doit être contributif de manière positive à la société. Le monde économique tel qu'il est fait a oublié pendant 40 ans qu'on vivait dans un monde avec des limites naturelles et sociales aussi, et la recherche maintenant d'une nouvelle place de l'entreprise qui sache tenir compte des limites, pour se réinscrire dans le vivant et dans une manière contributive de donner à la société ce qu'elle lui prend par ailleurs, ça me semble absolument indispensable. Alors, ce sont peut-être des mots un peu grands pour dessiner ce que je veux dire, mais je pense que vous en comprenez le sens. On va vers des basculements en termes d'environnement et d'équilibres sociaux qui sont extrêmement dangereux. Il faut absolument que très vite, les entreprises repensent leur business complètement au travers de leur responsabilité sociétale, qu'elles réadressent cela et pas seulement comme une correction de leur trajectoire, mais comme une nécessité de repenser leur raison d'être au travers de cela. Donc, première chose, être animé par un ensemble de convictions comme celle-là. Ensuite, néanmoins, se mettre au pas et à la vitesse de l'entreprise, parce que les opérationnels, chaque jour, c'est eux qui portent l'essentiel du revenu de l'entreprise, bien sûr, et il faut que nous nous mettions à leur pas et à leur rythme et à leur disposition. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui travaillent aujourd'hui, tout en essayant de penser à demain. Et mon travail, c'est de jongler entre ces 2 temps, et chaque fois, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une opportunité d'aller plus vite, plus loin, je la saisis. C'est-à-dire que mon travail, c'est de mettre en valeur chacune des initiatives, d'où qu'elles viennent, d'un dirigeant, d'un collaborateur, d'un client, d'un fournisseur, pour dire, voilà, cette pratique-là, c'est formidable, allons-y tous ensemble, rapidement. Donc c'est essentiellement de la valorisation, du respect et une capacité à voir les choses en système aussi. Je fais de moins en moins de tiroirs, l'environnement ici, le social là. Le monde est un ensemble de liens, et d'ailleurs les ODD tels qu'ils sont faits maintenant comportent cette dimension d'interopérabilité entre les différents ODD qui sont très importants. Absolument. Alors 2 petits points techniques, on nous interroge sur le rapport intégré de TF1 et on nous demande si les indicateurs sont pris de la GRI. Alors le rapport intégré, c'est donc un exercice très intéressant qui ne comprend pas que de la RSE, mais qui rassemble les enjeux et les opportunités business et RSE. En tout cas, c'est cela que ça devrait faire. C'est destiné à être un petit document très court qui comprend où va l'entreprise, quel est son écosystème, quels sont ses risques. Et donc nous, on l'a mis en ligne depuis 2 ans, justement pour essayer de faire de mieux en mieux comprendre quel était le business de TF1. Alors ça ne comprend pas tous les indicateurs de la RSE qui, eux, sont dans le chapitre 7. Ce chapitre 7, il comprend aujourd'hui des indicateurs qui sont plutôt dépendants du Grenelle 2, c'est-à-dire l'ancienne obligation que nous avions en France, mais il y a beaucoup d'indicateurs communs avec la GRI. Et la partie des indicateurs communs, on la retrouve sur le site
digital de TF1, et il y a un tableau de correspondance entre le Grenelle 2 et la GRI. La GRI, en fait, possède aussi la capacité pour un analyste d'aller directement sur un point qui l'intéresse. Par exemple, l'égalité homme-femme, par exemple, les gaz à effet de serre. Et donc, c'est des entrées multiples qui sont... Ah oui. Parce que chacun des analystes a une vision différente. Oui, recherche des choses différentes, Oui. en fonction de... Oui. Analystes et agents sont toujours des questionnements très différents. Ça serait formidable si on pouvait ne faire qu'une réponse qui serait valable pour tout le monde. Chacun a un angle d'attaque. Oui, mais ça fait. D'accord. Alors, par rapport aux consommateurs aussi, on nous demande comment utiliser le rapport RSE à l'égard des consommateurs. Le consommateur est-il toujours le roi? A-t-il toujours raison? Comment voyez-vous les choses? Alors oui, ça c'est une question très intéressante que je me suis beaucoup posée parce que TF1 n'est pas en contact avec le consommateur final des produits dont nous faisons la publicité, par exemple. Mais en revanche, nos téléspectateurs sont les acheteurs de ces produits. Donc il y a un triangle en fait qui s'opère entre les annonceurs qui sont nos clients, nous médias qui diffusons leur publicité et le grand public qui est aussi le consommateur de ces produits. Donc la question de la publicité et du consommateur, moi, m'interpelle énormément. Si j'ai eu envie de m'adresser au grand public au travers de cette démarche TF1 Initiative, c'était justement pour m'avancer d'un cran et ne pas rester dans mon petit cercle d'experts. Maintenant, pour aller franchir cette barrière entre l'hyper-expertise que représente la GRI ou la DPEF en France et le grand public, il y a un mariage à opérer entre deux fonctions qui sont celles de la RSE, du développement durable, et celles du marketing. Et quand on joint ces deux expériences, ces deux compétences, là on fait des choses absolument formidables. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre les enjeux de l'entreprise et de parler différemment du produit au consommateur final. J'ai quelques exemples d'entreprises qui font ça très bien en France, dont... Tu peux peut-être aussi donner des exemples de le reste si tu veux. En fait, ce que je voudrais juste te dire, c'est qu'il y a un ROI de la RSE qui existe. Et moi, je vous invite peut-être à télécharger, enfin on pourra vous donner le lien, un livre blanc que nous avons rédigé. Il y a quelques statistiques qui s'intéressent justement aux consommateurs. Sur cette question de quels sont les choix, quel pourcentage de consommateurs prêts à s'engager, à acheter un article qui serait plutôt porteur d'une cause, etc. Dans le livre blanc, le ROI de la RSE, il y a des informations qui peuvent répondre à vos questions sur ces plans-là. Sinon, effectivement, il y a d'autres entreprises qui s'intéressent aux consommateurs, évidemment, via notamment les interactions qu'elles peuvent avoir sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook, car de plus en plus, effectivement, c'est un moyen de capter directement de l'information et de connaître même les signaux faibles qui vont devenir forcément plus forts à l'avenir. Mais je dirais que pour la progression de la RSE, en fait, une progression de la RSE se mesure par les différentes directions qu'on arrive à associer à nos efforts. Au fil du temps, on va associer la DRH, on va associer les affaires générales, puis la finance, puis la direction juridique. Et pour moi, maintenant, ce sont les directions marketing parce que c'est elles qui parlent au client final. Et tant que cette jonction n'est pas faite, on peut avoir une dissociation entre l'effort en termes de RSE de l'entreprise et puis ce qui est donné au consommateur final en termes de publicité ou de packaging. Et cette cohérence globale, elle est gagnée lorsque la totalité des enjeux sont partagés. Moi, à TF1, mon objectif n'est pas de faire de la RSE toute seule, vraiment. C'est toujours, chaque fois qu'un enjeu arrive à ma connaissance, un nouvel enjeu, contribuer, c'est-à-dire de le donner à la direction qui va le plus vite et le mieux savoir l'intégrer à son métier, à son activité. D'accord, merci. Si on a encore une minute, on nous disait que la RSE était un vrai investissement pour les PME. Comment en faire la publicité? Existe-t-il des logos, des labels? Comment la PME peut-elle mettre en valeur les efforts qu'elle fait dans le label Lucie, par exemple? J'ai été aussi, moi, comme Dolores, dans le comité de labellisation Lucie. C'est extrêmement intéressant. C'est basé sur l'ISO 26000, qui est une série de bonnes pratiques, et notamment qui insiste beaucoup sur le dialogue avec les parties prenantes. Et j'ai toujours trouvé les démarches des PME, moi, extrêmement intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus liées au territoire que d'entreprises comme TF1, par exemple. Donc le label Lucie, c'est une bonne démarche. Je pense qu'il existe l'équivalent au Maroc. Alors, il y a le label CGME, oui. Ah oui, la Confédération mais Générale.
entreprises pour l'instant. Mais c'est vrai que le label Lucie, il va apporter une aide, puisque c'est un parcours de labellisation qui va durer quand même 3 ans et qui va permettre à l'entreprise de s'engager, d'avoir des plans d'action et puis finalement de pouvoir, dès le départ, à partir du moment où elle est engagée, pouvoir, je dirais, utiliser ce label pour justement démontrer son engagement auprès de ses donneurs d'ordre ou ses investisseurs. Souvent les PME, c'est justement pour répondre à des attentes des apporteurs de capitaux, forcément, et puis aussi, je dirais, de leurs principaux partenaires, qui sont des grandes entreprises qui veulent s'assurer que ces PME sont bien effectivement engagées à s'aligner sur leurs principes. Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations qui nous ont véritablement permis d'appréhender la question du reporting à la fois dans ses grands principes et puis dans la pratique. Merci à RSE et PED une fois de plus pour avoir organisé ce webinaire. Bon duel. L'entreprise à laquelle je pensais, c'est Bon Duel. Pour avoir organisé ce webinaire.